Amis de la gastronomie, bonjour, c'est l'épisode 129 dans lequel on va vous parler d'un plat très chic. Et facile à faire. Bonjour à toutes et à toutes, c'est Marc, bienvenue dans le 129e épisode, qui est un peu spécial pour le coup parce qu'il fait partie d'une série de 3 épisodes que nous avons enregistrés, une fois n'est pas coutume, en face à face. Début mars 2020, je me suis retrouvé à Bruxelles pour assister à quelques événements autour du podcasting, et Guy m'a rejoint pour le week-end, et on a cuisiné des plats de sa création. Autant dire qu'on s'est régalé, et ça a surtout inspiré le sujet des 3 épisodes à venir, dont celui-ci. J'en profite pour faire un petit rappel du contexte. On enregistrait cela alors que la crise du Covid-19 n'en était qu'à ses débuts, ce qui explique pourquoi on en parle avec ce qui pourrait sembler aujourd'hui à une certaine candeur. Entre-temps, on a fini tous confinés. D'ailleurs, j'espère au passage que vous êtes tous sains et saufs confinés dans vos chaumières. J'en profite au passage pour signaler à tous ceux qui ne le savent pas encore que pour aider les gens qui doivent désormais tous cuisiner chez eux, nous organisons un live tous les jours à 15h sur la page Facebook de Parler Cuisine Podcast. Le lundi et le jeudi, c'est recette en direct depuis ma cuisine. Guy est au téléphone et il me donne les instructions pour réaliser une recette de bout en bout à partir d'ingrédients disponibles en période de confinement. Donc c'est spécial cuisine de confinement. C'est sans trucage, avec que des ingrédients disponibles actuellement et c'est en temps réel. Les autres jours, c'est papote où nous répondons à vos questions et je dois dire qu'à cet exercice, Guy s'en sort particulièrement bien. Toutes les séances sont enregistrées et sont conservées sur la page Facebook où je vous invite à aller les voir si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite maintenant à apprécier l'épisode enregistré en face à face à Bruxelles. Mademoiselle, madame, monsieur, bonjour. Au micro, c'est Marc et je vous retrouve avec notre grand expert culinaire Guy. Bonjour Guy. Bonjour à tous et à chacun et chacune d'entre vous en particulier. Merci de nous retrouver pour cet épisode de gastronomie facile à réaliser. Alors Guy a eu envie d'enregistrer une recette assez particulière que nous avons eu l'occasion de nous en sustenter parce que pour une fois on est là en face de l'autre. Et il m'a dit, voilà, tu vas introduire ça comme les tortellini giganti au mori fresh. Les mori fresh, j'avais jamais mangé ça auparavant. Ben, il faut dire que les morilles fraîches, ce n'est pas l'habitude. Pourquoi ? Parce qu'on connaît bien sûr tous les morilles séchées. C'est un champignon qui est très saisonnier. Alors la saison des morilles, en principe, c'est le printemps. Alors ici, on va être honnête avec nos auditeurs, nous sommes encore au début du mois de mars. Donc c'est le tout début du printemps. Mais il se fait que depuis quelques années, les Chinois ont découvert les astuces qui leur permettent de cultiver les morilles. Ils en ont d'ailleurs fait un brevet qu'ils ont vendu à qui veut le racheter, bien entendu, ce n'est pas donné. Il y a quelques émissions qui sont passées à la télévision. Tu veux dire qu'ils sont arrivés à cultiver les morilles, donc. Mais c'était pourtant un champignon qu'on n'arrivait pas à cultiver. C'est un champignon qui était extrêmement difficile, mais maintenant. On a réussi à le faire avec la truffe, mais pas avec les morilles. On n'a pas réussi à cultiver la truffe. Ce qu'on fait, on essaie d'ensemencer des truffières, etc. Mais oui, mais t'as pas des morillères. Il y a des zones à morilles ici, parce que quand on va aux champignons, ceux qui sont habitués de la course au bois et aux champignons, ils connaissent les coins à morilles, comme on dit. Et bien souvent, quand on papote avec quelqu'un qui va aux champignons, je veux bien te montrer où je vais aux champignons, mais mon coin à morilles, je te le montre pas. Parce que les morilles sont toujours des champignons qui ont été très coûteux. Hein ? Rares et coûteux parce que bon aussi. Il faut reconnaître que la morille, c'est évidemment très bon. Donc, les coins à morilles, généralement, ceux qui les ont découverts et qui vont aux champignons ne les révèlent pas très facilement. Et puis, les Chinois se sont rendus compte que quand on analyse le biotope d'un champignon, on voit de quoi il a besoin. Quelle quantité d'humidité, il pousse sur quel substrat, il pousse à proximité de quelle autre plante ou de quel autre organisme avec lequel il est éventuellement en symbiose. Bon, bref, ils ont réussi à décortiquer toute cette histoire-là. Ils ont mis au point, des semences de morilles, bien sûr, qui ne sont pas des petites poudres de perlimpinpin, qui sont agrégées, qui sont mélangées avec un substrat. Et alors, ils sont prêts, moyennant finance, bien entendu, à écoler les futurs cultivateurs de morilles. Alors, les Français, pour qui la morille est un champignon qui est extrêmement utile dans leur cuisine, ont tenté l'aventure. Alors certains s'en sont plutôt bien sortis, avec un bon rendement et avec un bon gain, bien entendu. Et puis, il y en a d'autres qui se sont, comme on dit, cassés là, parce que ils n'ont pas, disons, peut-être suivi tout le processus correctement, ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais enfin, il y a plusieurs émissions qui sont passées à la télévision et qu'on peut retrouver sur le net et qui en parlent en long et en large.
La morille cultivée se cultive un petit peu comme la salade de blé actuellement, c'est-à-dire en tunnels. Ce sont des grands tunnels de serre bâchés en plastique qui assurent que dans le biotope de la morille, il y ait toujours à peu près la même température, la même humidité, la même luminosité et tout ce qu'il faut pour qu'elle soit choyée et qu'elle se reproduise bien. Voilà. Alors ma question c'est, est-ce que c'est aussi bon que les morilles sauvages? Alors, on peut toujours discuter un peu du fait que que ce soit un animal ou que ce soit une plante, quand elle est devenue, je dirais, raisonnablement cultivée, domestiquée, appelons ça tout comme on veut, qu'il y a une différence. Alors je pense qu'il y a une différence. La seule chose, c'est que j'avais acheté des morilles fraîches, il y a peut-être 20-25 ans, et j'avais été très déçu. Pourquoi ? Parce que d'abord ça coûtait très cher, ça c'était le premier point, et deuxièmement la morille fraîche n'a pas le parfum qu'on est habitué à lui trouver dans les morilles séchées qu'on réhydrate. Ça c'est toujours extrêmement déroutant. Le parfum d'une morille fraîche, lorsqu'on la cuit, est très inférieur à celui d'une morille séchée qu'on a réhydratée. Donc c'est un peu pour le fun ici que j'ai acheté des morilles fraîches pour les partager ensemble. Est-ce qu'elles sont aussi chères ? Mais les morilles sont maintenant nettement moins chères. J'étais le premier étonné, c'est que le prix a chuté, évidemment. Bon, maintenant, c'est un champignon qui est importé, qui est frais, qui est importé de Chine. Bon, il n'est pas importé, je dirais, par exemple, de France, même si je suis persuadé qu'il y a des moriculteurs, je pense qu'on va dire ça comme ça, qui en font commerce. Alors bon, je dirais que le prix était à peu près 4 à 5 fois moins cher que le prix auquel j'étais habitué, et donc c'est pour ça que j'en ai acheté. Alors, je veux quand même prévenir les auditeurs qui ont peur du coronavirus qui est en train de semer la panique dans le monde entier. Dans le monde entier. Cette recette est un petit peu un pied de nez qu'on fait à ce virus parce que tu vas utiliser des morilles qui viennent de Chine et tu vas utiliser des ingrédients qui viennent d'Italie. Oui, parce que ça là on cumule évidemment les problèmes. À l'heure où on enregistre ceci, l'Italie est le plus grand foyer d'infection en Europe. Oui, voilà. Et tu sais, parce qu'en Belgique, on aime bien faire des blagues sur les malheurs qui nous arrivent. Ça nous permet de garder le moral. Et j'ai entendu quelqu'un dire, c'est comme le coronavirus, c'est comme les pâtes, ça a été inventé par les Chinois et repris par les Italiens. Oui, maintenant, on en reparlera dans quelques semaines en espérant que ce vilain vilain covirus va être endigué et que nous n'aurons pas de décès ou de malades dans notre proche entourage, parce que ce sera quand même nettement moins gai. Il faut quand même aussi dire que c'est pas une belle chose qui nous arrive là. Donc la recette que tu nous proposes aujourd'hui, c'est une alternative à ceux qui ont peur d'aller au restaurant. Je trouve ça dommage, c'est quand on a annoncé le coronavirus là, au début de l'année 2020, il y a eu des gens qui ont commencé à cesser d'aller au restaurant chinois. C'était un peu ridicule parce que la plupart des gens qui sont dans le restaurant chinois, généralement, étaient là avant. Donc ils sont naturalisés, ils ont pris la nationalité des pays dans lesquels ils se trouvent. J'espère que les gens ne vont pas faire la même chose avec les restaurants italiens. T'imagines si les gens ne vont plus dans les pizzerias à cause qu'ils ont peur du coronavirus? En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur Rome, qui n'est pas trop touché par l'épidémie, déjà 50% des chambres ont été annulées. Oui, donc le secteur du tourisme, des restaurants risque de souffrir beaucoup. Grande sympathie, en tout cas, grande solidarité avec tous les gens qui travaillent dans l'Horeca. Oui, mais alors il y a une chose qui me fait quand même un petit peu réfléchir. Venise est une des régions, donc la Vénétie est une des régions les plus touchées. Donc maintenant, les gens évitent de se rendre à Venise, du moins certains. Donc il y a une baisse dans le tourisme. Voir Venise et mourir. Oui, mais enfin, je n'en rirai pas. L'expression prend son sens. Non, c'est voir Naples et mourir, en fait. Pardon. Et alors, les Vénitiens, il y a quelques mois, étaient particulièrement remontés contre les touristes. Il y avait trop de touristes dans leur ville, ils ne savaient plus acheter un logement, ils ne savaient plus rien louer, tellement c'était devenu cher, tellement les chambres à louer aux touristes étaient nombreuses. Enfin, les touristes étaient au nid. Ça, c'était il y a une saison, l'été dernier. Et maintenant, j'ai vu bien sûr à la télévision, j'ai vu des restaurateurs, j'ai vu des maîtres d'hôtel avec des terrasses entières qui sont vides. Et les gens étaient en train presque de pleurer en disant c'est la catastrophe, on n'a plus aucun client. Donc, quand le client est là, il faudrait peut-être éviter à un moment donné de trop, disons... Profitez-en, quoi. Oui, il faut en profiter, mais dans le bon sens du terme, mais il ne faut pas lui dire ou lui faire comprendre qu'il n'est peut-être plus trop le bienvenu. Parce que maintenant, les gens, ils vont où ils veulent avec leur argent. Et comme on dit, c'est un peu la poule aux œufs d'or à un moment donné. Et puis après, lorsque la poule cesse de pondre, on n'a plus l'or non plus. Donc voilà, il faut être prudent quand on aime bien faire ses affaires, de ne pas dire aux gens... tiens, écoutez, maintenant, ne venez plus. On voit les compagnies aériennes qui sont en train de se lamenter parce qu'elles n'ont plus de chiffre d'affaires.
On va garder un œil sur Voilà. l'évolution de ça, et si vous êtes obligé d'être confiné chez vous, peut-être qu'on va commencer à parler de genre de cuisine et de nourriture qu'on pourrait faire si tout le monde se retrouve confiné comme à Pékin. Je ne sais pas si vous avez été regarder. Chez soi. On va voir un petit peu les reportages qui sont faits à Pékin. C'est une ville morte. Les gens restent chez eux, ils travaillent de chez eux. Les seuls véhicules qu'on voit dans la rue, ce sont les livreurs les livreurs de courses ou les livreurs de repas à domicile. Il y a Donc, même des endroits où pour les courses, il y a des préposés, je dirais peut-être communaux, qui font des sacs, disons des sacs de provisions et qui viennent le déposer sur votre trottoir, enfin sur votre seuil de ils se porte. touchent même plus. Ils se touchent même plus, quoi, pour éviter justement les contacts. Bref, donc si vous vous retrouvez chez vous confiné, ce que je ne souhaite pas, vous pouvez quand même préparer la recette que Guy va vous proposer parce que on l'a goûté hier, on a fait plein de photos, c'était super intéressant, c'était super bon, c'était très simple à préparer, vraiment. Je veux dire, tu passes plus de temps à la mise en place qu'à la préparation. Oui, c'est comme toujours. Et c'était une recette, l'essentiel, c'est la mise en place finalement. C'était digne d'un restaurant gastronomique. Eh bien, tu vas nous faire ça pour un prix qui n'est pas astronomique. Alors, ce n'est pas astronomique d'une part, et puis d'autre part, je vais utiliser, vous allez comprendre pourquoi, un petit peu les astuces de l'agroalimentaire, qui met à notre disposition toute une série de produits. Donc, on n'a pas trop à cuisiner. On doit simplement, je dirais, mettre en œuvre et puis associer. Alors, comment tu appellerais dans un menu d'un restaurant gastronomique quelle serait l'appellation qu'ils utiliseraient? Dans un restaurant gastronomique, maintenant, et depuis quelque temps, on cite quasiment tous les ingrédients principaux. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de citer jusqu'au dernier brin de ciboulette ou bien jusqu'à la dernière épice. Mais on peut appeler ça au grain de sel. Bon, parce que si on veut, je peux vous faire une appellation qui va prendre la moitié d'une page. Vas-y, je t'écoute. Alors ici, ce serait des tortellone gigante au jambon sec avec de grosses morilles sautées, crème de cèpe fromagée et une julienne de Capocolo Toscano. Alors je vais évidemment expliquer chacun de ces produits, bien entendu. Et au sel doré. Alors le sel doré, je ne l'ajoute pas, je dirais dans le titre, mais je l'ajoute dans l'assiette. Ok, donc on a des morilles, des cèpes comme goût, avec des tortelloni gigante. Alors, les tortellone, ce sont tout simplement de grands tortellini, donc ce sont des pâtes farcies italiennes, mais il ne faudra pas en mettre, je dirais, 15 ou 20 par personne, on va seulement en mettre 5 pièces par personne. C'était grand comme... C'était tout grand, c'était comme... Comme un paquet de cigarettes, quoi. Non, un peu plus petit quand même, enfin c'est vrai qu'on ne sait pas le manger sans le découper, ça c'est une chose. Alors, je vais vous donner les proportions pour 4 personnes. D'abord, pour 4 personnes, évidemment, 5 par personne, ça nous fait 20 pièces de tortellone. Alors, tu les achètes ou tu les fais toi-même? Alors, ici, je les ai achetés tout simplement parce que quand j'ai vu les morilles, je me suis dit, tiens, pour faire une recette pour nos auditeurs, comment je pourrais faire pour associer ça? Je dirais qu'en 30 secondes, mon idée était faite, c'était de mettre des pâtes italiennes. Maintenant, je n'avais pas envie d'associer les morilles avec un spaghetti ou avec une tagliatelle ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver une pâte farcie. Et puis quand j'ai vu ces tortellone géants, je me suis dit tiens, ça serait bien. Et tout de suite l'idée m'est venue du dressage, l'idée du nombre par personne et l'idée de la recette m'est venue immédiatement. Donc les tortellone, je ne les ai pas fait. Maintenant, il y a moyen de les réaliser soi-même, moyen de les faire. Pour ça, évidemment, il faut un petit peu d'habitude dans la préparation des pâtes italiennes. Il faut de préférence avoir un laminoir mécanique pour pouvoir abaisser sa pâte. On peut toujours le faire au rouleau, mais là, il faut quand même vraiment être spécialiste. Et je vais vous dire honnêtement, je ne le suis pas. J'ai déjà fabriqué des pâtes avec la petite machine mécanique qui sert à abaisser, à faire les abaisses, mais je ne l'ai jamais vraiment fait. Si je l'ai fait une fois ou deux au rouleau, mais je ne suis pas non plus un spécialiste de la cuisine italienne. Il y a plein de tutos sur YouTube. Il y a plein de tutos sur YouTube. Vous français, verrez, en italien. Oui, comment on fait les pâtes, comment on se sert de la machine. Et j'ai même vu un tuto qui était génial, qui était fait par un chef italien. Je crois que c'était même un professeur d'école hôtelière. Il a montré sans aucune machine, simplement avec une planche, un couteau, comment on pouvait, quand je dis sans aucune machine, compliquée, parce qu'il avait quand même un laminoir, mais je veux dire sans aucune machine de type tréfilière, il a réussi à faire, je crois que c'est 30 ou 35 variétés de pâtes différentes. Simplement, pour donner un exemple, il prend une petite boule de pâte, il la coupe, et avec la lame du couteau cranté, il l'étend, et il a une pâte, voilà. Tu sauras remontrer cette vidéo? Oui, je vais essayer de la retrouver, et je la donnerai parce qu'elle est vraiment intéressante. Si Guy la retrouve, on va la mettre dans les notes de l'épisode. Parce que c'était vraiment extraordinaire, tout ce qu'il y avait moyen de faire. Donc, tes tortellini gigante? Alors, des morilles, bien entendu. Alors, il en faut le même nombre que de pâtes, donc 20 pièces pour 4 personnes. Pardon, je reviens sur les tortellini. Donc, il y a plusieurs farces parfois
quand tu vas Ah au oui, magasin. ici c'était au jambon sec. Au jambon sec. Mais bon, il existe évidemment des farces au poisson, des végétariennes avec des épinards, etc. Mais ici, comme j'utiliserai du jambon ou une charcuterie par la suite, j'ai pris donc des pâtes farcies au jambon sec. Alors donc 20 pièces de grosses morilles. Alors les grosses morilles, bon ben qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des morilles qui ont à peu près, quand elles sont fraîches, la taille d'un pouce et qui font à peu près 7-8 cm de long. Hein, je rassure tout le monde, et c'est malheureux, mais elles vont réduire à la cuisson. Je les ai mis, je vais mettre une photo, parce que je ne peux pas plus m'empêcher. J'ai fait d'ailleurs un live sur Instagram. Ceux qui ont suivi ce live, ben, ils verront le résultat final. Et ces morilles restent encore d'une bonne taille. Ah, elles restent encore belles après cuisson, malgré tout. Hein. Bon, forcément, si elles sont grandes au départ, elles restent grandes à l'arrivée. Hein. Alors, pour les cuire, nous aurons besoin d'approximativement, mais ce sont vraiment des quantités approximatives, de 20 millilitres d'huile d'olive et d'une vingtaine de grammes de beurre. Si vous devez rajouter du beurre parce que la matière grasse s'est évaporée, vous en rajouterez évidemment un petit peu. Et ceux qui n'aiment... Oui. Alors, celui qui veut absolument rester végétarien, bon, c'est un plat qui ne le permet pas. Maintenant, si on veut rester dans l'esprit italien, mais on oublie quand même... Hein, l'Italie utilise quand même du beurre dans sa cuisine et de la crème, la preuve. Hein. Mais on pourrait les faire uniquement au beurre ou bien les faire uniquement à l'huile. Ici, j'ai choisi de mettre avec le beurre, les deux. ça fait de la croustillance. Avec le beurre, ça fait de la croustillance que l'huile n'apporte pas. Et ici, il y avait un petit peu de croustillance au morille. Hein. C'était super. Alors, 150 grammes de capocollo, qui est une charcuterie italienne. Alors, je me suis un petit peu renseigné pour voir d'où ça provenait. En fait, c'est ce qu'on appelle chez nous de la côte aux spiringues, qui aurait été salée, séchée. Donc, en fait, c'est de l'échine de porc qui a été traitée en charcuterie et qui est à la fois une viande mixte, à la fois maigre et grasse. Très persillée. Très persillée comme ça. Si vous n'avez pas cette charcuterie à votre disposition, bon, c'est du capocollo toscano, donc qui vient de Toscane, mais il y en a dans toutes les régions d'Italie, enfin dans plusieurs régions d'Italie de toute façon. Si vous n'avez pas ça, vous achetez par exemple du jambon sec, de la guanciale. Alors la guanciale, ça c'est une charcuterie qui ressemble un peu, mais qui est beaucoup plus grasse parce c'est en fait de la joue de porc traité en salaison, mais comme on prend la partie très grasse de la joue, il y a très très peu de viande, donc ça c'est beaucoup plus gras. Pour moi, c'est moins intéressant. Mais vous prenez n'importe quel jambon italien ou un jambon de Parme, quoi. Un jambon de Parme, ça éventuellement. Pourrait convenir. La seule chose, c'est que le jambon de Parme, lui, il va être par contre très maigre et pas beaucoup de matière grasse. Ouais. Donc l'idéal, c'est d'avoir une charcuterie qui soit persillée, par exemple. Ça, c'est l'idéal. Donc avec plein de fils de gras dedans. Avec plein de gras dedans, voilà. Parce que le gras, c'est ce qui apporte le goût, mais la saveur. On va vous mettre sur Internet une photo de ce qu'est que cette charcuterie. Ainsi, vous pourrez un petit peu voir ce qu'il faudrait acheter. Alors maintenant, nous arrivons à la sauce. Alors la sauce, c'est de la sauce industrielle qui est réalisée. C'est ça le but, hein, c'est de faire une recette très rapidement. Donc je me suis acheté de la sauce industrielle. Alors c'est de la crème fraîche en fait qui est produite par la marque Parmalat, hein, qui est la plus grande marque laitière en Italie. Et je l'aime bien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce sont des toutes petites briques de 125 millilitres et que c'est exactement la quantité qu'il faut, je dirais, quand on fait des pâtes, par exemple, pour une personne. Alors ici, il ne faudra que 3 briques plutôt que 4, hein, même s'il y a 4 couverts qui sont mis en œuvre, parce qu'on se rend compte qu'on en a quand même un petit peu trop. Donc 125 millilitres, quand on est seul, c'est parfait, mais pour 4 personnes, avec 3 briques, c'est suffisant. Donc c'est de la marque Chef Panna al Funghi, voilà, con fungi porcini. Alors ça, c'est donc en fait de la crème au cèpe. Voilà. La seule chose, c'est que j'ai pas pris que de la crème au cèpe, j'ai pris également de la crème fromagée. Alors, petite remarque, vous pourriez ne mettre que de la crème au cèpe. La seule chose, c'est que vous allez avoir quelque chose qui sera très très fort en goût. Malheureusement, c'est un petit peu amer. Le cèpe est un champignon qui donne de l'amertume, un petit peu d'amertume, et c'est le cas de cette crème de base. Alors, vous pouvez très bien dire, je vais mettre 2 boîtes de crème de cèpe et une boîte de crème fromagée. Vous pouvez également dire, si vous voulez un résultat un petit peu plus doux, je mets 2 boîtes de crème fromagée et une seule boîte de crème de cèpe. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la crème fraîche. Et on vous mettra également la photo et la référence du produit sur le site. Et puis, pour, je dirais, adoucir tout ça, un tout petit peu de Porto, du Porto blanc ou du Xérès. Et je vais vous dire honnêtement, moi, j'ai fait un mélange des deux. Le Porto blanc est un vin qui est un peu sucré, qui est un peu doux, et le Xérès, vous le trouvez dans toutes les variétés, hein, depuis l'extra dry jusqu'au plus doux. Quand vous prenez du Xérès sweet, par exemple, ou du golden, vous pourriez ne mettre que du Xérès. Vous pourriez mettre l'équivalent en vin italien. Vous pourriez mettre un vermouth. Ici, moi, j'ai pris un Xérès qui était médium, et j'ai mis du Porto blanc en même temps. Donc, j'ai mis un peu les deux. Mais il ne faut pas vous tracasser si vous n'avez que du martini, alors.
Oui, mais Tu dis du vermouth. du vermouth, tout à fait. On pourrait mettre un martini blanc, on pourrait mettre éventuellement du noyer prat, tout en sachant que le martini blanc va être sucré, va être doux, tandis que le noyer prat va être, par exemple, très sec. Ouais. Et quand vous avez déjà une sauce qui a déjà un petit côté amer à la base, mettre quelque chose qui est sec dedans n'est pas forcément le plus indiqué. Ok. Alors, un petit peu de fromage pour garnir tout ça. 30 grammes de parmesan en copeaux, ça c'est l'idéal. Et puis après, 2 pièces de jeunes oignons qu'on appelle des oignons verts, qu'on appelle également des cives en France, qui vont vous permettre de donner une petite couleur à votre assiette après Une petite touche. Une petite touche piquante. Petite touche piquante. Et puis surtout, je dirais le vert de l'oignon va donner une petite couleur verte à une assiette qui est dans les nuances au départ de blanc, de brun, de jaune. Donc l'idée c'était aussi, vous le verrez sur la photo, c'était de dresser un peu l'assiette en forme de fleur. Donc simuler un peu les pétales d'une fleur, c'est un petit peu l'idée. Et puis j'ai utilisé bien sûr du sel et du poivre. Alors du sel, c'était du sel doré. Alors bon, c'était Sel doré. Du sel doré. Ça vient d'où ça? Ça vient, je ne sais pas où ça vient du magasin, mais en fait, c'est du sel qui a été doré artificiellement. Ce sont des gros grains de sel qui sont dans un moulin à poivre. Et puis pour les fêtes, on vend toute une série de choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et quand on mousse ce sel, on a un petit peu comme une poudre d'or sur l'assiette, qui peut être très jolie également. Et comme c'est la grande mode maintenant, des côtes à l'os enrobées de feuilles d'or, etc. Voilà. Qu'on va manger très cher à Dubaï. Qu'on va manger très cher à Dubaï. Ici, créer la polémique. il y a moyen de trouver du sel doré. Alors, attention, on en discutait. Le sel en lui-même n'est pas toxique à condition de respecter des doses raisonnables, 6 grammes par jour en principe. Par contre, l'or, il est resté très longtemps comme étant un produit tout à fait anodin, tout à fait, comment dirais-je... Normalement, l'or n'est pas digéré. N'est pas digéré, etc. C'est ce qu'on dit. Et puis, comme j'écoute plein d'émissions, je me suis rendu compte que la fameuse Diane de Poitiers, qui était une courtisane, de la Renaissance en France, on vient de lui découvrir, en 2008 qu'elle avait trop d'or dans les os. Alors on a un petit peu creusé. Il paraîtrait qu'elle voulait garder sa jeunesse éternelle en prenant des solutions d'or tous les jours. Tous les jours. Donc forcément, c'est pas notre cas, donc on ne risque rien. Mais enfin voilà, il ne faudrait pas non plus vouloir ne manger que des feuilles d'or. Mais dans les doses qu'on va prendre aujourd'hui, c'est quand même sans effet. Oh, aucun risque, bien entendu. Et puis du poivre, bien entendu. Et du poivre, quel type de poivre? Moi, j'utilise généralement un mélange de 5B que je fais moi-même. Donc, parce que je me méfie, enfin pas que je me méfie, mais je trouve que les mélanges de 5B qu'on achète au magasin, de 5 poivres, sont souvent très chers. Donc j'achète un bon poivre noir, un beau poivre blanc, j'achète des baies de poivre rose séché et de poivre vert séché, et puis je dose comme ça moi-même ce que je veux. Au niveau des quantités, si je veux mettre un petit peu plus de poivre blanc, j'en mets un peu plus. Si je veux mettre un peu plus de poivre rose... Ça a un effet sur le goût? C'est-à-dire que le poivre noir, par exemple, est beaucoup plus parfumé et plus piquant que le poivre blanc. Oui. Donc on peut à ce moment-là choisir. On peut choisir la qualité de ses poivres aussi. Oui. Si on prend un poivre noir de Sarawak, qui est mon préféré, mais là on n'a pas toujours le même avis, ou un poivre noir, je dirais, d'une région un petit peu moins connue et moins appréciée, on n'a pas non plus le même résultat. Voilà. Oui. Okay. Et alors on peut mettre également un petit peu de poivre du Séchouan si on veut compléter pour avoir les 5B en question. Ou éventuellement, mais ça c'est un peu moins courant, c'est du poivre de la Jamaïque. Alors le poivre de la Jamaïque, c'est un faux poivre, comme d'ailleurs comme le sont les baies roses aussi. Le poivre de la Jamaïque, c'est ce qu'on appelle le tout épice, et qu'on appelle également le 4 épices, c'est l'épice qu'on utilise dans les pâtés. Et là on ajoute des notes de girofle, etc. De muscade. C'est tout ce qu'on a besoin? Alors c'est tout ce qu'on a besoin, bien sûr, des assiettes pour dresser, des couverts pour dresser. La première étape, évidemment, c'est d'amener de l'eau à ébullition. Alors ici, je vous ai donné la recette. Tu sais faire bouillir un peu d'eau? Oui, tout à fait. Mais parce que je ris de ça, parce que hier, j'étais au Bruxelles Podcast Festival, où j'essaye un petit peu parler aux gens. Est-ce que vous cuisinez? Est-ce que vous écoutez notre podcast? Si vous nous avez découvert là-bas, merci. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et j'ai rencontré un gars qui disait que non, il était nul en cuisine, qu'il avait cuit des pâtes et il avait oublié de mettre de l'eau. Et je me demande, est-ce que c'est possible? Donc apparemment, il y a des gens qui arrivent peut-être un second degré quand même. À cuire des pâtes sans mettre de l'eau. Non, le gars était très sérieux. Là, c'est très difficile de les cuire, évidemment. Et je me dis, voilà, il y a encore du chemin à faire avant d'écouter Guy, peut-être. Mais en fait, je vais vous dire pourquoi j'ai employé le terme ébullition et non pas bouillir. Je retiens ce que mes professeurs m'ont appris il y a très longtemps, c'est qu'en cuisine, on évite le mot bouillir.
Et comme il nous disait, bouillir, c'est quand votre maman fait la lessive et qu'elle fait bouillir le linge. On ne doit jamais parler d'ébullition parce que l'ébullition n'a que des effets pervers ou négatifs sur la cuisine. Bouillir, amener à ébullition, et puis on cuit à frémissement, c'est-à-dire aux environs de 98 degrés. Mais le terme bouillir, ça disloque les choses qui sont mises en cuisson, ça consomme beaucoup d'énergie, ça provoque beaucoup d'évaporation, ça n'a pas d'intérêt. Donc on amène de l'eau à ébullition. Alors pendant que l'eau est en train de chauffer, on nettoie les morilles. Alors les morilles fraîches, il est nécessaire de couper un tout petit peu le pied, de les rincer et de les sécher convenablement. Et les morilles, est-ce qu'il faut les fendre en deux pour les nettoyer? Alors traditionnellement, avec les morilles sauvages, donc les morilles de récolte, on conseille de les fendre en deux parce que toute une série de bébés, des insectes généralement, en principe, ou des vers parfois, utilisaient la morille qui est un champignon creux comme habitat. Donc très souvent, quand on ne nettoyait pas les morilles, quand on omettait en tout cas de les fendre, on se retrouvait avec des cohabitants dans la morille et c'était pas très agréable. Ici, c'est de la protéine, c'est bien. Ce sont des protéines, mais enfin bon, quand on tombe sur une limace qui est à l'intérieur, oui, ça n'a pas forcément bon goût. Or ici, ce sont des morilles de culture. Donc il est à supposer que bien sûr tout a été fait pour que ces bestioles ne viennent pas parasiter les morilles. Quand on achète des pommes, évidemment, on s'attend à trouver des pommes dans lesquelles il n'y a pas de verre et ainsi de suite. Donc, ici, ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, pendant ce temps-là, vous nettoyez vos morilles, bien desséchées, parce que sinon, vous allez avoir de l'eau qui va aller dans votre poêle. Vous faites mousser votre beurre et votre huile, et quand le mélange de matière grasse mousse et que la mousse retombe, vous déposez les morilles, vous les salez, vous les poivrez, vous les retournez, cuisson à découvert. Alors, toujours à découvert. Oui, cuisson à découvert obligatoire pour les morilles fraîches. Pourquoi ? Parce qu'il y a une substance dans les morilles qui n'est détruite que par la cuisson. Ça, c'est une chose, mais qui est une substance qui s'évapore. Donc, si vous mettez un couvercle sur votre cuisson de morilles, qu'est-ce qui va se passer ? La substance reste dans la poêle, la vapeur d'eau qui contient cette substance va retourner sur vos champignons. Donc, le but, c'est qu'il y ait vraiment une évaporation et que la substance diffuse et ne reste pas dans le champignon. Alors, autre petit point qui est important, les petits pieds des morilles sont un peu plus durs à cuire que le reste du champignon. Donc, à l'aide d'une fourchette traditionnelle, fourchette à 4 dents, de temps en temps, il faut appuyer sur les pieds de manière à ce qu'on les écrase un petit peu, de manière à ce qu'ils soient bien cuits. Et la morille est un champignon qui doit être bien cuit pour justement éviter la présence de ces substances toxiques. Alors, pendant que les morilles cuisent, parce qu'on n'est quand même pas obligé de les surveiller tout le temps, et l'eau non plus, on va nettoyer ces jeunes oignons ou cives, on va les sécher, on va les émincer finement en rouelle d'à peu près 1,5 mm à 2 mm. C'est pour vous donner une espèce une taille, une idée de la taille. Donc les jeunes oignons, est-ce qu'on peut les remplacer par autre chose ? Ben oui. Donc qu'est-ce qui va pouvoir être le plus proche et qui est vert également ? Ben c'est un petit peu de ciboulette fraîche. Là, vous prenez non plus deux brins de ciboulette, vous en prenez, je dirais, une dizaine. Vous les passez très rapidement à l'eau, vous les émincez facilement au couteau sur une planche et vous avez à ce moment-là plutôt non pas des petites rouelles, mais plutôt une espèce de petite poudre de ciboulette. Donc ça, il n'y a pas de problème, on peut remplacer par des ciboulettes. Alors votre eau maintenant est arrivée à ébullition, vous allez mettre les pâtes en les déposant délicatement. Pourquoi ? Parce que ce sont des pâtes qui présentent, je dirais, des voiles, elles sont pliées. Alors il y a des voiles comme ça qui dépassent de la pâte. Donc à ce moment-là, si on remue trop, ça risque de les casser. Si on les remue trop, on risque de les casser. Alors la cuisson d'une pâte fraîche, en règle générale, c'est à peu près 5 minutes. Alors tout ça dépend. Ici, le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'indication de temps de cuisson sur l'emballage. Sinon, bien sûr, on s'y conforme. Donc on règle toute sa recette en fonction du temps de cuisson de la pâte qui est annoncé. Ici, il faut les surveiller, il faut ne pas hésiter à goûter un petit morceau donc du voile de pâte qui dépasse du corps de la pâte. Alors il a fallu les cuire pendant à peu près 5 minutes. L'idéal pour les retourner et surtout pour les enfoncer, parce que comme ce sont des pâtes qui gonflent, elles ont tendance à surnager au-dessus de l'eau. L'idéal, c'est d'utiliser une araignée. Alors je rappelle une araignée ce que c'est. C'est une espèce d'écumoire, mais qui est faite avec des fils et non pas avec une tôle qui a été trouée. Donc vous les remuez délicatement l'araignée de temps en temps. Pendant que vos pâtes... Si je mets un couvercle dessus ? Alors si on met un couvercle, parce que le problème c'est que on va peut-être perdre un peu les pâtes de vue et on risque de les laisser trop cuire. Tandis que quand on les a constamment sous les yeux, d'abord on peut les remuer. Toutes les minutes on les remue un petit peu de manière à ce que ce qui était au-dessus revienne en dessous. Parce et ainsi que de suite. Ça flotte et puis il y a une partie qui est hors de l'eau. Il y a une partie qui est hors de l'eau et qui va être moins cuite évidemment. Oui. Donc l'idéal c'est de les cuire en les retournant de temps en temps toutes. De manière à ce en les enfonçant, voilà. Mais surtout, il faut les retourner, ça c'est l'idéal. Alors donc ça va prendre à peu près 5 minutes et puis de temps en temps on les retourne. On peut tailler la viande en julienne. Donc en julienne, on la dépose tout simplement sur une planche avec un couteau.
On Donc, taille... capocolo. Oui, voilà, exactement. Machin, chouette. On va couper des lanières d'à peu près 5-6 mm de large. On réunit toutes ces lanières dans un petit bol pour les avoir à portée de main. On fait la même chose pour les sauces. Donc on prend un récipient qui va aller au micro-ondes, de préférence un récipient de type récipient en plastique qui supporte le four micro-ondes. On va mettre ces trois petites briquettes de sauce dedans. On va ajouter l'équivalent, allez, je dirais d'un demi-décilitre, 2/3 de décilitre de Porto, Xérès en mélange ou l'un ou l'autre. On mélange déjà une première fois et puis on fait chauffer. La sauce doit être brûlante de toute façon. Entre-temps, les pâtes sont cuites. Donc on va les égoutter soigneusement pour éviter qu'il ne puisse rester de l'eau. Ça c'est très important parce que sinon quand vous allez dresser vos pâtes dans l'assiette, vous allez avoir de l'eau qui risque de s'écouler dans le fond de votre assiette. Ce n'est ni beau ni bon. Donc on les égoutte très soigneusement, de nouveau avec l'écumoire, et on les dépose. Alors on peut déposer les pâtes soit sur un linge qu'on a préparé, soit dans une passoire. Au plus que tu les goûtes, au mieux que ça te goûte. Voilà. Comme on dirait à Bruxelles. Alors si on regarde bien, tout est quasiment prêt. Les pâtes sont cuites. La viande qui va servir à garnir le plat est prête. Les ciboulettes ou jeunes oignons sont prêts. Vous avez votre parmesan en copeaux qui est prêt. Vous avez votre moulin à sel, votre moulin à poivre. Il n'y a plus qu'à dresser. Alors, on va dresser dans quoi? On va dresser dans une assiette creuse. La plus grande possible, ça sera plus joli. Et on va dresser ces 5 pâtes différentes en marguerite dans l'assiette. Alors, Donc en cercle comme ça. On va les dresser en trou au cercle, milieu. mais vous verrez qu'il y a, je dirais, 2 espèces de petites cornes à la base et une espèce de petite pointe au-dessus. L'idéal, c'est de dresser avec les petites pointes vers le dessus, vers le bord de l'assiette, vers le bord extérieur. Pour faire comme des pétales. Pour faire comme des pétales. Voilà. Alors, les assiettes, bien sûr, sont creuses, sont chaudes. On dresse. Ensuite, on va dresser les morilles. Alors, chaque morille, puisqu'il y en a 5 par personne, vont venir s'insérer entre chacune des pâtes. Oui. Donc, ça va de nouveau donner un peu l'effet pétale, l'effet fleur. Donc, tu vers la pointe vers l'extérieur. Alors, le pied de la morille vers le centre de l'assiette et la pointe de la morille vers l'extérieur. Voilà. À ce moment-là, vous allez napper d'un filet de sauce. Alors, napper d'un filet de sauce, vous prenez une petite louche à sauce, mais vraiment la toute petite louche à sauce, donc l'équivalent de 2 grosses cuillères à potage, et vous nappez un peu de sauce sur vos pâtes et sur le pied de vos morilles. Ensuite, pour faire le cœur de la fleur, vous allez ajouter le buisson de julienne de viande. Il est prêt, vous n'avez plus qu'à le mettre. Oui. Et vous essayez que ce soit bien buissonnant, donc que ce soit bien en relief, Ça bien fait en des hauteur. crolles. Que ça fasse des crolles, voilà. Comme on dit à Bruxelles. Des bouclettes. Des bouclettes, voilà. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos jeunes oignons. Vous allez mettre une petite pointe de verre à la base de chaque pétale. Et puis quelques copeaux de parmesan dessus. Alors, vous n'avez plus qu'à donner un petit tour de moulin à poivre sur l'ensemble de l'assiette et éventuellement, si vous le souhaitez, mais là je vais quand même vous conseiller d'être prudent, un tout petit tour de moulin de sel d'or qui va parsemer comme ça l'assiette et qui va la rendre Ça fait comme des jolie. paillettes, Ça fait c'est magnifique. comme de la poudre d'or, c'est très joli. Mais attention, la sauce étant une sauce industrielle, elle est déjà salée. Les tortellone sont déjà salés aussi parce qu'il y a une farce à l'intérieur. Et la charcuterie est salée. Donc, soyez extrêmement léger avec le sel parce que sinon votre plat risque d'être un petit peu trop salé. Parce que j'ai une brique là en face de moi, je regarde le sel. Pour 100 grammes, tu as 0,9 grammes de sel. Donc c'est même pas 1% de sel. C'est pas excessivement salé finalement. Non. Comparé aux autres sauces que tu peux Mais trouver dans le commerce. 0,9 grammes de sel, c'est quand même... C'est 1%. Oui, mais je veux dire que c'est quand même quasiment 1 gramme. Bon, jusque-là, je n'ai pas dit de trop de bêtises. Mais on ne fait pas oublier que Oui, sur 1 la gramme. journée, Oui. on est censé ne consommer que 6 grammes de sel. Donc, Et on va- on mange à peu près une brique chacun. Et puis tu as le sel Oui, dans le jambon. Et tu as le sel dans le jambon, Oui, tu as le c'est sel ça. dans la farce, et puis ça, ce n'est jamais qu'un seul des repas, donc Ouais. il risque d'y avoir beaucoup de sel au niveau de la journée. Voilà, et bien vous n'avez plus qu'à apprécier maintenant. Alors, Et ça se sert tout de suite comme ça. ça Voilà. se sert immédiatement, Voilà. à manger avec un bon pain, donc, Un bon pain. Tu nous avais ramené du pain au sel. et du pain sel et poivre et du pain aux herbes, Pain aux de fines la herbes. baguette aux fines herbes, ça c'est génial. Maintenant, ça fait beaucoup de sel sur la journée, il y a Oui. intérêt à ne Un pas bon pain pas au faire ça tous les levain, un jours. bon pain qui a du goût, un bon pain croustillant. Alors, j'avais plusieurs questions. La sauce, là, parce que je vois, tu prends des petites briques, en fait, de la sauce industrielle. Bon, ça coûte pas cher. Je regarde ici sur Internet, 1,46 € pour une petite brique. C'est pas la ruine. De Panal Fungi, donc de la crème au morille. Mais est-ce Non, qu'on la peut crème au cèpe. Au cèpe, pardon. Est-ce qu'on peut faire cette sauce soi-même? Alors, je vais vous donner la manière de faire la sauce soi-même. Il est évident que si, ici c'est pour une recette familiale qu'on fait chez soi, et que je ne saurais que trop conseiller, par exemple, lors d'un repas canaille pour la Saint-Valentin, lorsqu'on veut se faire plaisir, ou bien même ainsi, tout simplement pour se faire plaisir. Mais quand on va arriver dans des quantités, imaginons vous deviez faire ce plat pour 12 personnes, imaginons, mais je vais vous donner l'astuce. D'abord, en ce qui concerne la cuisson des pâtes,
Vous pouvez très bien cuire vos pâtes à l'avance, hein, et les réchauffer ensuite. Alors, comment va-t-on faire ? Je vous donne mon idée. Vous prenez une plaque de four sur laquelle vous allez mettre un papier de cuisson, un papier sulfurisé. Vous allez le huiler très légèrement, de manière à ce que ça ne colle pas de toute façon. Vous allez cuire vos pâtes sans les surcuire. Vous allez les déposer sur le papier en les rangeant correctement les unes à côté des autres sans qu'elles ne se touchent pour éviter qu'elles ne se collent. Faut pas les mettre en vrac, quoi. Faut pas les mettre en vrac. On les Donc dispose. vous devez les disposer sans qu'elles ne se touchent de manière à ce qu'elles ne collent pas ensemble. Avec un pinceau, vous allez prendre un petit peu d'huile et vous allez huiler légèrement les pâtes sur le dessus pour qu'elles ne sèchent pas. Voilà. Et puis vous allez mettre un film en plastique qui va recouvrir l'ensemble pour éviter qu'il y ait des contacts et qu'il y ait de la contamination par les poussières. Alors, si c'est pour s'en servir tout de suite, vous mettez directement un papier alu. Par contre, vous évitez de le faire si vous faites vos pâtes et que vous les utiliserez par exemple 2 ou 3 heures plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir une réaction entre l'alu et les pâtes et avoir une oxydation. Et se faire des taches grises. Et faire des taches grises. Donc ça, c'est à déconseiller. Donc, si c'est pour utiliser tout de suite un film plastique, si c'est pour utiliser tout de suite de l'alu, et si c'est pour utiliser, je dirais 2-3 heures plus tard, un film plastique que vous remplacerez par de l'alu. Alors pour les réchauffer, les pâtes, pas de complication. Un four doux, 120 degrés, vous les mettez, je dirais une grosse douzaine de minutes. Hein, vous testez malgré tout, hein, pour avoir une idée de la cuisson à l'intérieur si c'est chaud. Et vous réchauffez vos pâtes de cette manière-là. Alors pour faire la sauce maintenant, c'est pas compliqué. Je vais vous donner les proportions pour à peu près 4 couverts aussi. Vous allez prendre la même quantité de crème, c'est-à-dire 3 décilitres et demi, 4 décilitres de crème. Une toute petite échalote. Alors une petite échalote, c'est moins de 30 grammes, aux environs de 25 grammes. 2 champignons de Paris. Hein, et alors une petite pincée de cèpe déshydraté. Alors de nouveau, un petit peu de Porto, un petit peu de Xérès. Vous allez faire une réduction avec l'échalote émincée, les champignons émincés et les champignons déshydratés. Champignons déshydratés. Qu'on met tel quel ou il faut les réhydrater ? Non, il n'est pas nécessaire, ils vont se réhydrater, donner leur goût dans la sauce comme ça. Okay. Donc vous allez ajouter donc le Porto et le Xérès et vous allez faire réduire. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter par exemple un tout petit peu d'extrait de viande, mais quand on dit un petit peu, c'est 1 cuillère à café. Tes cèpes déshydratés, parfois elles arrivent en gros morceaux, il faut les couper en petits morceaux ou bien je les mets tel quel ? Non, on peut les mettre tel quel. Okay. On peut les mettre tel quel, il n'y a pas de souci. On peut éventuellement les concasser. Ça ne sera que mieux si on les concasse, mais ça marchera aussi si on les met tels quels. Maintenant, si tu veux absolument les réhydrater, c'est pas un problème. Hein. De nouveau, on met ces 2-3 morceaux de cèpe dans une tasse, un petit filet d'eau, on amène à ébullition 30 secondes au micro-ondes, ils seront réhydratés, ce sera plus facile pour extraire le goût. Donc, on met tout ça ensemble, on réduit, la crème n'est pas encore mise, et lorsque le liquide qu'on a ajouté, Porto et Xérès, est réduit d'au moins la moitié, si pas des 3/4. On ajoute la crème, on amène à ébullition, on amène à la nappe. Alors ça, c'est la réduction naturelle de la crème. Si on veut éviter que ce soit trop riche et trop gras, on prend tout simplement une petite tasse avec un petit fond d'eau et un petit peu de maïzena, ou bien on prend simplement de la maïzena express, ça marche très très bien aussi. Attention, ici je vais comme déconseiller le roux, il faut une sauce un petit peu plus fluide. Vous liez légèrement, vous goûtez, vous assaisonnez sel et poivre. Si vous avez mis de l'extrait de viande, prudence avec le sel, parce que de nouveau il y a du sel, il faut goûter, goûter. Et puis vous passez au chinois et vous avez votre sauce qui sera une sauce comme ça, au cèpe, que vous aurez fait naturellement. Et on sait ce qu'il y a dedans. Et on sait ce qu'il y a dedans, mais bon, parfois il faut se faire confiance parfois à l'industrie et se dire, il y a des choses qui me permettent de gagner du temps. Ici, la seule chose que vous avez à faire, avec une sauce qui est conditionnée par l'industrie, vous ouvrez la brique, vous mettez un petit filet de Porto et vous réchauffez au micro-ondes, c'est terminé. Alors, autre question pour préciser vis-à-vis de l'auditeur, auditrice qui nous écoute, c'est comment il faut déguster ça pour en tirer le meilleur du plat. Parce que hier, tu as donné une astuce en disant, voilà, tu manges ça, ouais. Et puis tu mets en bouche, et puis là, c'est une explosion de... Mais généralement, il faut prendre un petit peu de tout, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Si vous ne prenez sur votre fourchette qu'un petit peu de la viande, bah oui, vous allez manger la viande, mais elle ne sera pas associée au reste. Or, une assiette, c'est toujours une composition où les produits sont associés les uns avec les autres. Donc vous prenez un petit morceau de votre tortellone, vous prenez un petit peu de sauce, vous prenez un petit morceau de morille et vous mettez dessus une lanière de la julienne de viande séchée, et là vous avez quelque chose qui va être représentatif du plat à ce moment-là. Et on rince ça avec quel vin ? L'idéal c'est toujours, et ça je ne me départirai jamais d'en parler, c'est toujours d'associer un vin local
avec un plat Un vin local. italien. Donc ici, ce serait un vin italien de Toscane. Et il y a vraiment maintenant de très 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 beaux vins en Italie. Bon, jusqu'il y a quelques décennies, l'Italie était considérée comme, je dirais, le pays des vins de spaghetti, mais c'est plus du tout vins le de cas. piquette, Des ouais. vins- pas des vins de piquette, mais je dirais des vins, ben oui. Facile à On boire. faisait du spaghetti bolognaise, on achetait une Dame Jeanne, ou ces fameuses bouteilles de Chianti avec la paille autour, là. Hein. Oui. Et alors, on servait ça, et puis bon, ben, on se contentait de ça. Ça faisait un petit peu typique et goût de vacances. Bon, maintenant, les vins italiens n'ont absolument plus rien à envier aux vins français. D'ailleurs, les prix sont là pour le démontrer. Il y a des vins italiens qui sont extrêmement chers. Et alors, à défaut de trouver un vin italien qui convienne, moi, je suis quand même toujours un grand adepte des vins du Nouveau Monde, et j'adore quand même vraiment, vraiment les vins du Chili. Ça, il faut reconnaître que les cépages, bon, moi, mon préféré, c'est le Cabernet Sauvignon. Et il y a comme ça des vins avec lesquels on peut se faire plaisir et qui ne coûtent pas très, très cher. Bon, hier, tu nous as servi une Syrah. Oui. Alors, la Syrah, c'est un cépage qui est originaire des Côtes-du-Rhône au départ en France, qui peut très, très bien fonctionner. Il y a une chose qu'il faut être clair, c'est qu'avec un plat qui est méridional, il faut servir un vin méridional. Ok. Alors, il y a de très beaux vins en Loire, par exemple, mais qui n'est quand même pas la plus méridionale des régions françaises. Donc, il y a éventuellement un vin espagnol ou ou un vin libanais, espagnol, quoi. éventuellement, ou libanais, pourquoi pas. Mais je vais dire par là que il y a de très beaux vins, bien sûr, dans la Loire, mais je préfère les vins blancs de Loire aux vins rouges. Bon, il y a de très beaux vins rouges, hein, soyons clairs, mais ils n'ont pas pour moi assez de soleil. Pour moi, il faut prendre un vin des Côtes-du-Rhône, de préférence méridionale. Il faut prendre un vin du Chili, il faut prendre un vin italien, il faut prendre un vin espagnol, voilà. Éventuellement un vin rouge du Languedoc-Roussillon. Hein, mais je crois qu'il faut rester dans les vins du Sud, dans les vins qui ont eu chaud. Voilà. Dernière petite question, et ça c'est vis-à-vis d'une personne que avec qui j'ai discuté hier. Y aurait-il une version végétarienne possible? Il était en train d'y penser. Oui, il y a une version végétarienne maintenant. Végane ou végétalienne? Probablement pas, parce qu'il y a quand même pas mal de crème, de fromage mise Mais en c'est-à-dire œuvre. que la crème n'est pas le plus compliqué à utiliser, à remplacer. Là, on peut très bien utiliser une crème de coco, par exemple, ou bien réaliser sa sauce à partir d'un lait de soja ou d'un lait végétal. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. Alors, au niveau des charcuteries, là, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, il faut à ce moment-là prendre des pâtes qui sont farcies avec, je dirais, un équivalent végétarien de la viande. Ça, c'est une chose. Hein. Et Ou puis alors, après- si on prend des pâtes il y a des pâtes aux épinards, ou alors, oui, bah, ça, on peut ou alors au fromage. on peut toujours le faire, hein, prendre des pâtes avec un... Mais ça dépend si c'est végétarien ou végétalien. Bon, maintenant, est-ce que c'est sans viande ou est-ce que c'est sans produit animal du tout? Ça, c'est Je encore crois que le végétalien, c'est mort, là, parce que Oui. tu vas quand même dénaturer pas mal ta... Oui, voilà. Par contre, végétarien, tu arriverais encore à Il y garder a encore tous les moyen, il y a fromages. encore moyen. La seule chose, c'est qu'il faut remplacer à ce moment-là la julienne de viande salée par autre chose. Bon, il y a maintenant comme ça des substituts qui arrivent sur le marché, hein, disons des charcuteries, Des fausses viandes. des fausses viandes. Bon, oui, on peut essayer. Maintenant, on ne saura jamais transformer ou transposer plutôt avec la même qualité, avec le même goût, un plat qui contient des produits animaux en un plat qui n'en contient pas. C'est quand même toujours très difficile. Hein. Et si je mettais ces petits légumes rouges, là, en fil, les germes de betterave, comment on appelle ça? Oui, Ouais. question, oui, des germes de betterave rouge, des germes de chou rouge, etc. Question garniture, ça, c'est pas un problème. On peut très bien remplacer un produit par un autre. Mais au niveau du goût, évidemment, Oui, on va perdre un peu. on a du mal à tout changer en disant on va garder le même goût. Mais c'est vrai qu'au niveau de la présentation, c'est vraiment une astuce, c'est de mettre ces germes qui sont très beaux, très colorés. Hein. Oui. On peut même en mettre deux différents. Hein. Alors on a vraiment le cœur d'une fleur encore plus joli. On met un germe blanc et puis on met ou jaune et puis on met un germe rouge au milieu. Il y a la betterave rouge, il y a les radis, etc. Ça peut être très joli. Mais donc, pour ceux qui décident de mettre la viande, il faut combien de grammes à peu près par personne? Bon, ben, ici, j'avais mis 150 grammes pour 4, donc Ok. ça fait un gros 40 grammes par personne à peu près. Ce qui n'est pas énorme. Hein. Mais il ne faut pas plus pour avoir notre ration quotidienne. Mais il ne faut pas plus, d'autant plus qu'il y a de la viande dans les pâtes elles-mêmes, Voilà. puisqu'elles sont farcies avec du jambon. Donc, Là, on a notre dose de protéines pour la journée. Plus un petit peu de fromage, de parmesan râpé. Donc, Voilà. quand on fait le total, on ne doit pas être loin des 100, 120 grammes de produits carnés, je dirais, pour l'assiette. Hein. L'avantage, c'est que voilà, en prenant un jambon, enfin une charcuterie haut de gamme, enfin une élaborée qui a du goût, Oui, qui a et de la qui a du goût, saveur, voilà. Il n'en faut pas trop. qui a un goût fin, comme ça. On prend un champignon qui a un goût fin, une pâte qui a du four farci qui a un goût fin, et un peu de crème, finalement, et tu rajoutes des oignons et des épices, et du fromage,
Mais c'est voilà. suffisant pour un C'est plat suffisant. complet. Il ne faut pas alors bon. Vous avez un plat qui est très facile à dresser, Oui, oui. très rapide à dresser. Et Qui est très rapide, mais qui demande quand même un petit peu de méticulosité. Ça dépend comment vous le dressez. Si vous le dressez comme la photo qui est présentée sur le site, ben, il faut un petit peu de savoir-faire parce qu'on ne met pas tout en vrac n'importe comment. Si maintenant vous ne faites pas l'effort de le dresser et que vous mettez simplement vos pâtes égouttées au milieu de l'assiette, ensuite vous ajoutez vos morilles un peu n'importe comment, vous nappez avec la sauce, vous parsemez avec du parmesan et avec les jeunes oignons, là vous n'avez aucun effort de dressage, vous allez aller 5 fois plus vite pour dresser l'assiette évidemment. Ouais. Maintenant, ça sera un petit peu moins chic, un petit peu moins beau, un petit peu moins esthétique. formidable. Mais en tout cas, je vous souhaite de faire cette recette parce qu'elle va être... vous le regrettez pas. J'entends déjà une de nos fans françaises et qui va encore nous envoyer un commentaire sur notre site parce qu'en dessous de chaque article du correspondant à une émission, on peut aller mettre un commentaire en dessous et elle aime bien aller mettre « J'ai essayé, c'était une tuerie ». Ah. Donc voilà. Donc, mais n'oublie qu'on conseille quand même de rester vivante, même si c'est une tuerie. Parce que... c'est une arme de destruction gastronomique massive. Notre ami Guy va vous, d'après les commentaires de cette très enthousiaste auditrice qu'on est très content d'avoir dans nos membres. Voilà, elle commente très souvent que voilà, c'est une tuerie. Donc voilà, Guy, en fait, tu es un grand criminel de la gastronomie. Ah oui, voilà. Tu les fais faire que des tueries. Mais j'espère qu'elle l'appréciera et qu'elle trouvera les produits qui lui permettront de réaliser cette recette. C'est assez facile à trouver. Wow. Vous allez dans un magasin italien. Voilà, exactement. Ils sont assez désertés pour le moment. Oui, ou bien alors, oui, mais dans une grande surface, vraiment la toute grande surface, il y a maintenant de plus en plus de rayons spécifiques. Vous avez un rayon italien, un rayon espagnol, un rayon pour la cuisine grecque, etc., ou maghrébine. Enfin bon, je ne serais pas étonné que, bon, ça c'est mon cas, que dans le rayon italien, vous ne trouviez, je dirais, tous les produits dont on parle ici. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cet épisode. Dernier petit message, si je peux me permettre. On a eu un message d'un auditeur qui nous a découvert récemment, Michael, de Paris, qui nous écoute en faisant sa mise en place dans sa boutique à Paris, qui s'appelle la boutique Tentation, 33 rue Guerzan à Paris, 75 017. Il s'appelle Michael. Si vous passez par là, lui dites bonjour et que... Voilà. Et nous le remercions de nous écouter. Il nous a posé une question parce qu'il voulait... faire l'acquisition de 2 couteaux pro, un chef et un couteau long et fin pour poisson. Sauriez-vous m'orienter vers quelques produits depuis Paris ou Internet? Donc, je souhaite longue continuation, etc. Donc là-dessus, je lui ai répondu vivement que moi, j'utilise un couteau que mon frère m'a offert de la marque Zulik Engel qui coupe très très bien. Tellement bien que je me suis même coupé un bout de doigt dimanche dernier. Voilà. Et il y a 5 jours. Et ça ne repousse pas encore. Non, il y a une petite rondelle qui est roulée comme ça. C'est que tu coupes, tu vois une petite rondelle qui n'a pas la même couleur que le poivron que tu coupes et tu fais, c'est pas normal, et puis tu sens la douleur. Parce que c'est comme la brûlure. La douleur vient tout de suite après. Mais en fait, j'ai même pas senti de résistance. Ça a coupé comme ça. Là, tellement c'était bien coupant. Et c'est parce que tes doigts étaient mal mis. Ça, c'est clair. Bon, et là, je suis content d'avoir fait du secourisme parce que qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut appliquer une pression directement. Donc, j'ai pris un essuie-tout, j'ai appliqué une pression. Et après, quand la douleur est devenue supportable, j'ai nettoyé et j'ai mis une compresse non adhérente et j'ai fait une pression et j'ai mis plein de sparadrap pour bien la serrer. Avant ça, j'avais mis un peu d'isobétadine. J'ai fait une pression et bien sûr il faut éviter tout contact, donc j'ai immobilisé le pouce pendant le lendemain ça saignait déjà plus, mais j'ai continué tous les jours, 2 fois par jour j'ai remplacé le pansement. Bref, ça fait mal et j'imagine que ça fait très mal, tous les cuisiniers sont passés par là. Ça fait très 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 mal. Alors il y a une chose qu'il faut dire au niveau des coupures. Quand un chef teste la capacité à couper des couteaux de ses élèves, généralement les couteaux des élèves ne sont pas entretenus. D'abord, ils ne passent pas le couteau à l'aiguisoire, ils ne passent pas sur le fusil. Et il faut dire que des couteaux dont on se sert en principe tous les jours doivent être affûtés par un professionnel au moins 1 fois par an. Bon, maintenant, il y a des petites machines qui permettent de faire ça à domicile et on peut le faire. Ça marche très bien. Ça marche très bien, oui. Voilà. Mais anciennement, le rémouleur passait dans les rues, on lui amenait ses couteaux et 1 fois par an, on les affûtait. La remarque que je peux faire en tant que professionnel, je me suis très très peu coupé. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, mais vraiment très très peu sur une carrière.
Un couteau qui ne coupe pas est un couteau avec lequel on se coupe. Ça a l'air d'être paradoxal, mais c'est comme ça. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'on fait des efforts. Quand on coupe, que ce soit un légume, que ce soit une viande, on doit couper comme si c'était dans du beurre. On ne doit pas sentir une espèce de résistance. On doit vraiment entrer dans le produit sans qu'il y ait la moindre résistance. Et alors, il y a deux solutions. Soit on a un couteau qui ne coupe pas assez, on fait des efforts et puis on a la lame qui dévie et puis on se coupe. Soit on est imprudent parce qu'on a un couteau qui coupe tellement bien que quand on donne ces mouvements de couteau, on ne regarde pas où les doigts se trouvent. Or, il y a un doigt il y a un doigt qui se balade là où reste en retard. Qui reste en retard. Et il y a un doigt qui se balade là où la lame passe. Et c'est là qu'on a des accidents. C'est la raison pour laquelle, quand on apprend à des élèves, au début de leur apprentissage en cuisine, à couper des choses avec un demi-chef ou un chef, par exemple, ou même un filet de sole, on apprend la position des mains, la position des doigts, avec toujours les doigts recroquevillés, de manière à ce que le couteau glisse sur le dos du doigt aux environs de la deuxième phalange, mais jamais sur le bout du doigt. Donc les doigts ne doivent jamais être mis là où la lame peut passer. Et alors surtout, ça c'est le point le plus important, quand on émince, quand on coupe, quand on hache, mais surtout quand on émince, on doit regarder sa planche, on doit regarder ce qu'on fait. En aucun cas, on ne doit se laisser distraire. Si quelqu'un vient près de vous, bien sûr, on peut répondre, mais à ce moment-là, quand on quitte des yeux le plan de travail, là où on coupe, on arrête de couper. Oui. Parce que ça, c'est la meilleure manière de se couper un doigt ou plusieurs doigts, c'est de continuer à parler, regarder à gauche, regarder à droite ou regarder quelqu'un d'autre. Tu as mis le doigt dessus, parce que je ne regardais pas à ce moment-là. Voilà, exactement. Parce que j'avais une rondelle qui avait roulé. Voilà. Et j'aurais dû arrêter. Bon, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis quand on a eu mal pendant 2-3 nuits parce que le doigt est vraiment endolori, généralement, fois suivante, on fait un peu plus attention. C'est le métier qui rentre. C'est le métier qui rentre. Bon, voilà. C'est comme ça qu'on reconnaît les cuisiniers. S'ils sont droitiers, leur main gauche est pleine de coupures. Bon, ça va, hein. Moi, j'en ai eu quelques-unes. J'ai des cicatrices, là. Bref. Bon, t'es préservé, ça va. Ça fait mal. Oui. Et là, nous avons aussi à remercier nos auditeurs. Non, alors, justement, Guy, il a posé une question. Donc, moi, j'avais donné ma réponse, mais j'ai dit, je vais poser la question à Guy. Donc, quel couteau tu lui recommanderais ? Alors, moi, personnellement, j'utilise, parce que je l'ai beaucoup utilisé pendant ma carrière, c'est un couteau filet de sole. Je vais vous dire que j'ai même fait des choses qui ne sont pas censées se faire à ce couteau-là. C'est ton couteau préféré ? C'est un de mes préférés. Bon, par exemple, tourner des légumes. Moi, j'adorais la pointe du filet de sole. Et je n'ai jamais aimé les couteaux spécifiques pour tourner les légumes, par exemple. Donc, quand il faut tourner des carottes ou des navets, etc. Donc, moi, j'ai toujours fait ça au filet de sole. Je le tenais évidemment par la lame en étant prudent. Il existe des filets de sole bon marché et des filets de sole un rien plus cher. Sincèrement, moi, j'achète des filets de sole très régulièrement. Bon, pas parce qu'ils s'usent, mais parce que j'aime bien en avoir et à disposition. Tu les perds ? Non, je ne les perds pas, mais disons qu'à un moment donné, parfois la lame a un petit accroc et puis bon, voilà. Moi, j'achète des filets de sole de la marque Onin ou de la marque Bargouin. Ce sont deux marques françaises. Alors, Onin, c'est A-U et puis N-A-I-N. Et puis, vous avez sur le site une espèce de petit personnage, donc la marque Onin. Et puis, il y a la marque Bargouin. La seule différence, c'est qu'il y a des filets de sole où la lame est sertie dans un manche en plastique, mécaniquement, je dirais, à chaud. Et vous avez des lames qui ont comme ça des rivets, des genres de rivets dans le manche, qui sont plus solides, plus réputés. Mais si c'est pour commencer à travailler et ne pas vouloir faire trop d'investissement, une lame sertie à chaud peut être largement suffisante. Et alors, ça existe également dans la version, bien entendu, demi-chef. Je n'ai jamais vraiment voulu utiliser des couteaux qu'on appelle le chef, parce que bon, il y a évidemment des nuances. Il y a le chef, le trois quarts chef, le demi-chef. Moi, j'ai toujours bien aimé le demi-chef ou le trois quarts chef qui ne sont pas trop grands, et le demi-chef de préférence pour faire de la julienne. Mais si vous devez acheter un couteau, l'idéal, c'est de vous rendre chez un coutelier. Je vous explique pourquoi. Un couteau a une dextérité, a une ergonomie, a une maintenance, et la main de l'un n'est pas la main de l'autre. Oui. Donc, quand je veux vraiment acheter un couteau, pour me faire plaisir, il faut le tenir en main. Il faut le sentir. Il faut sentir son poids. Il faut sentir son équilibrage. Tous les couteaux ne sont pas équilibrés au même endroit. Il y a des couteaux qui sont plus lourds sur la lame, des couteaux qui sont plus lourds sur le manche. Donc, l'idéal, c'est d'aller chez un professionnel. Vous lui dites, voilà, je voudrais bien acheter un couteau de type, par exemple, demi-chef. Et vous m'en mettez 5 sur la table ou sur le comptoir. Et vous les prenez tous en main et vous les sous-pesez. Vous les tâtez, vous mimez le mouvement que vous envisagez de faire. Et vous verrez, il y en a un, c'est un peu comme quand on va chercher un petit chien dans une nichée, il y en a un qui vient vers vous. Eh bien, le couteau, c'est le même. Ou alors les baguettes magiques dans Harry Potter. Harry Potter, voilà. Et vous verrez, vous aurez un couteau qui va vous plaire parce qu'il va vous tenir en main. Voilà, tout simplement. Ça, c'est l'idéal.
Voilà, parce que le couteau, c'est quand même un outil très important en cuisine. Et normalement, un bon couteau, on le garde pendant toute une carrière. Hein, si on ne se le fait pas voler. Moi, j'en ai combien qui m'ont été kidnappés, comme on dit, qui ne m'ont jamais été rendus. Mais un vrai bon couteau, on l'a vraiment en main. Tu as toujours des tellement bons couteaux, toi. Oui. Mais, comment dire, le problème, c'est que le couteau, ça coupe. Et un cuisinier, ça se coupe souvent. Et c'était donc un métier très risqué. Et malheureusement, nous n'avons pas la prime de risque lorsqu'on prend notre retraite. Hein. Non. Donc, désolé. Grande reconnaissance à tous ces praticiens de ce métier à risque la cuisine, parce qu'ils gardent la population en vie en leur permettant de manger des bonnes choses, ceci dit. Et avant de nous quitter, on a encore un truc à dire à nos auditeurs. Hein. Rappelle-moi ça. On doit les remercier pour le nombre d'écoutes du mois de février quand même. Hein. Oui, ceux qui nous ont découvert grâce à cet article qu'on avait déjà annoncé dans Le Monde. Merci beaucoup. On a battu un record. Voilà. Beaucoup, plein de gens qui sont venus. Un énorme record. Un énorme record. On a triplé le nombre d'écoutes comme ça sur un mois. Donc, ça veut dire que, merci. Merci, j'espère que ça continue à plaire aux gens. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un message sur la page Facebook, sur le compte Twitter, sur le site parlescuisine.com, sur Instagram et sur l'adresse email question@parlescuisine.com. Vous avez une question particulière comme Michael qui avait cette question à propos des couteaux. J'espère qu'on a bien répondu. Et puis il y a tellement d'autres personnes qui nous ont envoyé des messages et qui... Parfois même, on avait déjà répondu, ils ont réessayé, il y avait encore des questions, on a continué à persévérer. Par exemple, l'exemple avec les fonds de veau, là, tu as fini par répondre, il a envoyé une photo sur Facebook, il a enfin réussi à faire un fond comme il voulait, il a réussi à le congeler, il avait envoyé une photo du bloc congelé comme ça sur son plan de travail, et fait « Enfin, j'y suis arrivé, merci beaucoup ». Et pour nous remercier, il s'est abonné à notre page Tipeee, qui est une façon pour vous de montrer votre gratitude, votre reconnaissance à Guy, pour partager son savoir. Et à Marc quand même. Moi, je ne suis que le messager. Je transporte ton message et je le rends disponible au monde. Sans Marc, le site n'existerait pas. Donc, c'est lui qui est l'initiateur et le technicien de la chose. Et moi, je suis... Mais sans toi, il serait même pas intéressant. Un substantifique moelle, voilà. Voilà. Donc, si vous voulez que ça perdure dans le temps et que vous êtes content de tous ces messages et que vous avez essayé la recette d'aujourd'hui, sérieusement, allez l'essayer parce que ça... Et c'est pas compliqué. Bon. Voilà. Et en plus, il en reste un petit peu, donc on va le remanger le lendemain à midi, réchauffé. Il paraît que c'est meilleur le lendemain, non ? Ah, je ne suis pas persuadé de ça. On va voir. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. Je vous remercie pour votre temps et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.